50 minutes. L'émission grand format. Pour tout savoir. 50 minutes. L'émission pour tout savoir. 50 minutes. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la 09 TV pour votre émission politique. 50 minutes pour vous présenter, décrypter les candidatures, les propositions et les programmes de nos futurs députés. Philippe Caléja, bonjour. Bonjour Suzanne, bonjour à nos téléspectateurs. Vous êtes le président du Parti des Républicains en Ariège et maire de Saverdun. Également, vous vous lancez pour la 3e fois maintenant dans la course aux législatives pour la 2e circonscription en Ariège. Avant de rentrer dans le vif du sujet, Philippe Caléja, faisons un peu connaissance si vous le voulez bien. Quelle est votre situation familiale? Où vivez-vous? Et parlons également de votre profession. Alors je suis marié, père de famille et grand-père. J'ai 2 enfants, 4 petits-enfants adorables qui vont de 1 an et demi à 14 ans. Je vis sur Saverdun, village des portes d'Ariège-Pyrénées, l'entrée dans notre beau département. Et je suis médecin généraliste, installé à Saverdun depuis 1992 maintenant, à la fin de mes études. Je suis venu et j'ai vissé ma plaque, comme on le dit, vous savez, et j'ai pris ce rôle de médecin de campagne. Je me suis installé, associé à l'époque, c'était une chose rare. En 1992, les associations et les cabinets de groupe, alors qu'aujourd'hui, eh bien, c'est devenu quelque chose d'incontournable. Je suis aussi médecin urgentiste, médecin pompier. Et donc à ce titre, effectivement, l'urgence m'a toujours passionné et a toujours été quelque chose que j'ai assumé. Être dans l'action. Être dans l'action, absolument, et pouvoir porter secours, épauler, aider. C'est cette vocation que j'ai toujours voulu assumer au travers de cette profession. Mais aussi médecin du sport puisque j'ai toujours été dans le rugby depuis, enfin avant j'étais dans la natation, mais ensuite qu'en arrivant à Saverdun, terre de rugby s'il en est, j'ai d'abord été président de ce club pendant près de 10 ans et puis j'en suis resté le médecin et puis aussi médecin auprès du top 14 puisque j'assume quelques missions, Stade Toulousain, Castres et d'autres, Agen, d'autres clubs puisque j'ai monté une association qui médicalise les événements rugby, même l'équipe de France, où on a, avec un certain nombre de confrères, par passion du rugby, nous assumons cette sécurité et cette garantie pour que les spectateurs des grands matchs puissent venir là en toute sérénité, en étant protégés, couverts et garantis. Voilà, ça c'est le côté professionnel de ma personne. Vous avez envie de devenir médecin depuis tout petit? Absolument pas. Absolument pas. Non, non, là c'est une vocation tardive, je vais dire, et une vocation. Et j'aime beaucoup la manière dont s'est produite la naissance de cette vocation. Je vais vous dire, je le dis quelquefois, à 18 ans j'avais peur du sang. Vous savez, c'est un peu compliqué, on peut le dire. Eh bien écoutez, la vocation m'est venue ensuite et elle est née grâce à l'éducation nationale. Et je suis très fier et très heureux de pouvoir dire ça, d'être un produit de cette éducation nationale. J'ai grandi à Foix, ici, dans notre préfecture. J'ai fait ma scolarité au collège Loquier, à l'époque il s'appelait collège Loquier, au lycée Gabriel Fauré, et là, j'avais une professeure de mathématiques qui, en terminale, c'était une femme extraordinaire. Extraordinaire, elle vous donnait la passion, elle vous donnait le plaisir, elle vous donnait vraiment... Et pourtant, Dieu sait si les mathématiques, c'est quelquefois un peu ardu. Eh bien, cette dame, à l'issue d'une discussion avec mon père et moi, après le bac, j'avais eu le bac, j'étais inscrit déjà dans une école d'ingénieur, puis dans une école, dans une université, et donc j'hésitais un petit peu. Voilà, c'était plutôt ça, hein, voire, disons, quelque chose d'un peu plus austère. Et elle me dit, mais comment vous n'allez pas en médecine? Pour moi, c'est une évidence. Et on a discuté. Et de cette discussion, je dis, si elle y croit,
pourquoi est-ce que je n'irai pas? Parce que je ne pensais pas être capable d'assumer ces études. Donc, vous voyez l'importance de la personne et de l'enseignant. Et de l'enseignant. L'enseignant qui a un rôle essentiel, un rôle de proximité, un rôle d'humanité, un rôle de connaissance de ses élèves. Eh bien, moi, je suis très fier parce que grâce à ça, j'ai osé, j'ai tenté, et c'est ce que j'ai envie de dire aux jeunes. Et j'ai réussi. J'ai réussi parce que... Elle n'est pas facile, elle n'est pas facile. Non, devenir médecin, c'est des études qui sont difficiles, c'est vrai. C'est vrai. Dans les campagnes aussi. Il n'est pas facile, mais il est passionnant. Il est extraordinaire. S'il y a bien un métier qui est le plus beau métier du monde, c'est celui-là. Hein, être au chevet de ses patients, les accompagner, les aider, les épauler, les accompagner jusqu'au bout de leur vie, les voir naître. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau que de soulager, que d'épauler et que d'aider? Voilà. Donc, moi, je le dis souvent à des jeunes patients, essayez, tentez, allez-y, faites, osez. Que faites-vous, Philippe Caléja, en dehors de la politique? Avez-vous des activités sportives ou autres? Lecture, pêche, je ne sais pas. En dehors de la politique, mes activités sont professionnelles. Entre la profession et la politique, ça prend déjà beaucoup de temps. Après, c'est la famille. La famille et puis le domicile. Je jardine beaucoup et puis je le fais avec mes enfants, avec mes petits-enfants. Et donc, vous savez, déjà, quand vous avez mis tout ça bout à bout, il ne reste plus beaucoup de temps. Le temps d'aller un peu au cinéma, d'aller de visiter quelques fois, mais même les voyages. Les voyages, je n'ai pas beaucoup le temps de voyager parce qu'être mère, c'est un emploi à temps complet et être médecin, c'est un emploi à temps complet. Donc vous mettez 2 emplois à temps complet, bout à bout, jour, nuit, il ne reste pas beaucoup de temps et à cet égard, heureusement que mon épouse m'accompagne, m'épaule et tout le temps là, parce que sinon, je crois que nous ne pourrions pas vivre, ce ne serait pas possible. Il vous faudra un peu de temps également pour la députation aussi. Oui, mais ça, après, c'est une organisation. C'est une organisation et aujourd'hui, vous savez, quand on dit la politique, c'est la mairie, mais c'est aussi d'autres missions que la mairie. Et donc ça prend du temps. À partir du moment où on conçoit un autre mandat, ça veut dire réorganiser son agenda et faire des choix. Et ces choix, de toute façon, la loi les guidera aussi, puisque je vous rappelle que le cumul des mandats n'est plus autorisé. Donc aujourd'hui, où je suis maire d'une commune, vice-président d'une communauté de communes, j'ai été président d'une communauté de communes pendant 15 ans, ça a occupé beaucoup de temps, eh bien, il faudra que je fasse des choix. Et ces choix, je les assumerai, comme j'ai toujours assumé les choses, jusqu'au bout, tout le temps. Est-ce que vous lisez un peu, Philippe Caléja? Oui, un auteur préféré, un livre qui a bouleversé? Peu d'occasions, peu de temps aujourd'hui pour lire, c'est vrai. Ce qui m'a beaucoup marqué dans mon adolescence, c'est les romans Frison Roche et autres, parce que ça a fait naître chez moi une passion de la montagne qui m'a conduit à m'en rapprocher quand on est venu s'installer en Ariège, cette belle Ariège, et puis ensuite, même dans ma profession, à faire du secours en montagne. Pendant des années, quand j'étais jeune médecin, j'ai assumé le secours en montagne. J'ai fait énormément de formations et j'ai participé à l'installation de la médicalisation des secours en montagne dans notre département. Vous savez, quand on vit à Foix et qu'on est adolescent, en tout cas, pour moi, c'était l'évidence. Partir en montagne, c'était un quotidien. Dès qu'on avait un moment de libre, eh bien, où on chaussait les skis, où on chaussait les chaussures de marche à l'époque, les gros godillots en cuir, hein, pas ceux que l'on a aujourd'hui, légers et autres, et on partait crapahuter. Voilà, donc cette passion est née aussi de la littérature et de cette aventure, de ces aventures, romans d'aventure, oui, ça a été une passion. Vous êtes le président des Républicains en Ariège, Philippe Caléja. Pour quelle raison ce choix de parti politique? Ce choix, il a été dicté lors de mon entrée en politique. Mon entrée en politique, 2001, je suis élu maire de Saverne. Sans étiquette? Sans étiquette, absolument. J'avais toujours juré que je ne ferais jamais de la politique. Ma maman m'avait toujours dit, surtout méfie-toi de la politique, mon fils. Eh bien, un jour, je me suis présenté à ces élections parce qu'on était venu me chercher. Et je me suis dit, ce jour-là, que effectivement, la responsabilité du citoyen, c'était d'assumer. La responsabilité de faire vivre la démocratie, c'était de se présenter en politique parce que le minimum, c'est d'être électeur, d'aller voter. Mais ensuite, il y a une géométrie.
et être acteur de cette politique, à un moment donné, je crois que c'est apparu comme quelque chose d'important pour moi, en me disant, je ne peux pas râler parce que des choses ne se font pas, si moi, je ne prends pas ma responsabilité, ma part du dossier. Et donc, quel âge c'était? J'avais 40 ans. 40 ans. 40 ans, le jour au moment de mon élection, et c'est le moment d'ailleurs où je suis devenu grand-père. Vous voyez, donc élu maire de Saverdun et grand-père en même temps. Tout est arrivé, c'était une année très chargée, cette année 2001. Et élu maire de Saverdun, je me suis vite aperçu que quand on a une responsabilité, si on veut continuer à l'assumer, si on veut aller plus loin, il faut s'identifier quelque part. Sinon, il n'y a pas de lisibilité dans votre action et dans la manière de faire les choses. J'ai toujours été un homme du centre, équilibré. Quelqu'un qui trouvait qu'il pouvait y avoir de bonnes choses d'un côté et de l'autre. Et à cette époque-là, c'est monté l'UMP. L'UMP qui était un regroupement de la droite et du centre. J'ai toujours été centre droit, et donc j'ai été voir ce qui s'y passait. Et j'ai trouvé ma place, et comme d'habitude, je me suis toujours dit qu'à un moment donné, à être quelque part et à assumer des choses, mais il faut aller au bout. Et aller au bout, la logique, c'était d'en devenir président. J'ai été élu par les militants présidents de ce parti au bout de quelques années, parce que j'en avais assumé déjà la vice-présidence et j'avais fait du travail. Donc oui, c'est devenu une évidence. Et pourquoi être président? Parce qu'à faire les choses, je veux qu'elles soient faites à la manière qui est mon idée, qui est ma vocation, qui est ma manière de penser. Je ne veux pas me laisser imposer une manière d'être par qui que ce soit. Cette liberté, ne pas subir, c'est aussi la devise que j'ai adoptée pour Saverdun depuis 10 ans maintenant. Ne pas subir. Être libre et maître de mes décisions et de ma manière d'agir et de penser. Toujours, c'est fondamental. Et je crois que la démocratie, c'est aussi ça. La liberté de penser et de choisir. Depuis combien de temps maintenant êtes-vous président des Républicains? Ça fait maintenant 7 ans. 7 ans. 7 ans, oui, 7-8 ans. 8 ans. L'UMP maintenant est devenu justement ce nouveau parti, le parti des Républicains. Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé sur les valeurs, les idées, les propositions, ou juste le nom tout simplement? Alors, le nom a changé, oui. Des choses ont évolué, mais globalement, cette pensée de rassembler la droite et le centre est restée ce leitmotiv. Et tout ne me convient pas au plan national, ça c'est clair. Mais ce n'est pas parce qu'au plan national des choses sont faites que je suis obligé de les adopter et de les revendiquer. Je garde ma liberté, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et ma liberté de penser et d'agir, je la garde. Si je me présente aujourd'hui à l'élection législative, je me présente avec l'étiquette Les Républicains, oui, mais c'est Philippe Caléja qui se présente. C'est Philippe Caléja. De dissocier les deux. Non, non, absolument pas. Dans mon action de maire, par exemple, je suis aussi là, Philippe Caléja, président des Républicains, mais en aucun cas, mon étiquette de républicain n'apparaît et n'est une banderole portée. Je m'occupe de tous mes concitoyens et je m'occupe de tout un chacun avec responsabilité, avec attention. De la même manière, j'envisage et je dis clairement que ma mission, mon rôle de député, si les Ariégeois décident de me donner de m'élire dans cette mission, parce que c'est une vraie mission, eh bien, je l'assumerai de cette manière-là, avec ma liberté. Je ne cache pas mon appartenance à ce parti, je ne cache pas ma tendance de centre droit. Clairement, la droite et ses valeurs, je les accepte, je les revendique et je m'identifie, mais ma liberté, je l'aurai tout le temps. Pour quelle raison, Philippe Caléja, souhaitez-vous devenir député? La troisième fois que vous vous lancez dans cette course. Je me lance pour la troisième fois dans cette candidature. Alors, vous êtes déterminé déjà? Oui, c'est clair. J'ai de la suite dans les idées et vous savez, un de vos collègues journalistes avait écrit un jour que j'étais droit dans mes bottes. Oui, je suis droit dans mes bottes. À partir du moment où j'ai une conviction, je la défends et je la défends jusqu'au bout. Alors quelle est votre conviction? Ma conviction, c'est que aujourd'hui, l'Ariège, ce département de l'Ariège, dans sa globalité, je suis candidat sur la deuxième circonscription, c'est clair, hein, c'est-à-dire sur les Piémonts.
en allant de Mirepoix jusqu'à Saint-Giron, en passant par Pamiers, Mazères et Saverdun. Donc sur les piémonts, nous avons dans ce département des chances aujourd'hui à défendre. Nous sommes à un virage important de l'existence de notre département. Il y a des choses qui ont bougé, il y a des choses qui ont commencé à changer. Eh bien, il faut aller au bout de ce changement, au bout de cette conviction. J'ai un programme à proposer, j'ai une certitude, c'est que notre département, aujourd'hui, peut se développer, peut grandir, peut s'ouvrir. J'ai la certitude que le Piémont doit se développer au plan de l'emploi, au plan de l'industrie, au plan d'un développement ouvert en lien avec la capitale régionale, Toulouse, qui déjà grandit. La Basse-Ariège favorise déjà cela. Oui, mais aujourd'hui, il y a 2 grands abandonnés, qui sont le Couserans et le Pays d'Olme. Et donc, il faut arriver à faire qu'on fasse ce lien. Et depuis des années, je milite pour le désenclavement de notre territoire, pour faire que ce territoire, il soit enfin irrigué. Regardez qu'est-ce qui s'est passé en Basse-Ariège. C'est 2002, un grand virage, l'ouverture de l'autoroute A66. Cet axe qui nous relie à la capitale régionale, à la métropole toulousaine. Eh bien, de tout temps, j'ai dit qu'il faut un axe nord-sud, qui soit cet axe Toulouse-Barcelone. En réalité, la E9, Amsterdam, Toulouse, Barcelone. Il faut l'ouvrir, le terminer, le finir. On est en passe de franchir certains obstacles. Malheureusement, trop de retard avait été pris. Et ensuite, il faut un axe est-ouest. Un axe est-ouest qui serait, je vais dire de manière caricaturale, mais en tout cas symbolique, un axe entre Castelnaudary et Saint-Gaudens. Saint-Martory, ça parle un peu plus à nos concitoyens. Eh bien, qu'il soit une autoroute qui relie ces 2 autoroutes, l'autoroute de la Méditerranée et l'autoroute de l'océan Atlantique, en évitant Toulouse. Regardez une carte, tout simplement. Aujourd'hui, vous allez de Narbonne à Tarbes, vous êtes obligé de monter vers Toulouse, de redescendre, vous rajoutez des kilomètres, vous subissez le périphérique toulousain, vous perdez un temps fou, c'est très inconfortable. Et à tel point que nombre de transporteurs espagnols l'ont compris et passent par nos routes départementales. Eh bien, aujourd'hui, il y a une opportunité, c'est de faire cette autoroute. Et cette autoroute, eh bien, elle désenclaverait la vallée du Pays d'Olme, le Mirapicien et l'Avlanais. Elle désenclaverait la Basse-Ariège, les portes d'Ariège-Pyrénées et le Couserans. Elle placerait notre département au carrefour du sud de l'Europe. Ça, c'est une ambition. C'est une véritable ambition pour permettre à notre département de passer dans une autre dimension et de devenir enfin un territoire attractif pour les entreprises. Imaginez-vous toutes les friches qu'il y a industrielles qu'il y a dans le Pays d'Olme. Tout d'un coup, elles se retrouveraient faciles d'accès pour les grands transporteurs, pour les grandes entreprises qui, depuis la métropole toulousaine, pourraient aller s'installer là. De la même manière, le Couserans et sa qualité de vie, eh bien, serait de nouveau attractif. Alors aujourd'hui, militons pour cette autoroute, unissons nos forces. Le maire de Toulouse, je m'en suis entretenu avec lui, il est déjà favorable à cette idée, en disant effectivement l'évitement de Toulouse, le désengorgement des rocades toulousaines, c'est une solution. Et une solution qui aurait un financement public-privé. L'investissement, on peut le trouver, on peut en avoir la capacité, à condition d'en avoir la volonté. Ça fait des années que je milite pour ça. C'est un manque de volonté ? Oui, c'est un manque d'imagination et de volonté, de détermination. Il faut oser, une fois de plus, oser dire l'Ariège peut de nouveau connaître une ère de développement économique fort, comme elle l'a connu dans le passé. Mais à cette époque, rappelez-vous, faisons un peu d'histoire. Péchinet à Mercus, c'était quoi? C'était des camions, des trains qui amenaient la lumine à Tarascon, à Mercus, au plus près de la production électrique, de l'énergie. Aujourd'hui, on sait transporter l'énergie. À l'époque, on ne savait pas. Eh bien, faisons que le transport soit de nouveau en notre faveur et non plus en notre défaveur. Soyons proches de tous ces lieux de développement, de ces lieux où l'économie est forte. Eh bien, redevenons un département fort
en termes d'économie, soyons au carrefour du sud de l'Europe. Quels sont les autres points importants de votre programme, Philippe Caléchin? Mon programme, je développe tout un ensemble d'idées pour être au plus près et être toujours à proximité de nos concitoyens. La proximité, c'est quelque chose auquel je crois et qui, à mon avis, est fondamental. L'Ariège a d'abord besoin de cette proximité. Cette proximité, elle passe par beaucoup d'éléments. Par exemple, regardez l'éducation. L'éducation, eh bien, il faut qu'on soit capable d'avoir des établissements où on donne l'envie aux enseignants de venir parce qu'on a une qualité de vie, parce qu'on a une attractivité. Et ces enseignants, il faut qu'on leur redonne une identité plus forte. Il n'y a pas que le nombre de postes qui compte. Il y a eu effectivement des créations de postes. Mais regardez ce qui se passe actuellement au collège Rambaud. On a créé des postes, aujourd'hui on leur enlève des heures. Eh bien, il faut qu'on redonne aux enseignants cette passion, c'est au niveau national. Hein. Au niveau national, mais après au niveau local. Alors je vais vous dire au niveau local des choses plus précises. L'Ariège a une chance aujourd'hui, c'est de détenir deux des clés du présent et de l'avenir. Ces deux clés, c'est l'énergie et c'est l'eau. L'Ariège, c'est le grenier à eau, le château d'eau de la métropole. La métropole toulousaine compte 20 000 habitants supplémentaires par an. Elle est en train de manger son énergie comme un trou noir qui ponctionnerait son énergie. Eh bien, faisons un développement dans notre département des réservoirs d'eau et des productions d'énergie. L'hydroélectricité est une énergie d'avenir qui a une constante vous savez, elle permet d'avoir ce fameux bandeau. Ce fameux bandeau, c'est-à-dire que la production est permanente. Dans les énergies renouvelables, vous avez le photovoltaïque qui certes aujourd'hui devient plus abordable parce que les panneaux sont moins chers, donc on a un développement qui se fait. Eh bien, devenons exportateurs forts d'énergie renouvelable au travers de l'hydroélectricité. Devenons en capacité de stocker et de fournir de l'eau à la métropole, à tous ceux qui en ont besoin. Aujourd'hui, c'est fondamental. Ce n'est pas le cas. Vous savez, il y avait un homme extraordinaire qui s'appelait Michel Sébastien. Beaucoup d'Ariégeois l'ont connu. Cet homme, il avait la passion de la montagne. Eh bien, il avait, lui, réfléchi à ces problématiques. Il avait présenté nombre de lieux en Haute-Ariège où l'on peut faire des barrages sans que ça gêne ni l'écologie, ni les citoyens, et qu'on n'aille pas les faire en plaine. Rappelez-vous le débat sur Sivens, rappelez-vous tous les débats qu'il y a pu y avoir sur l'installation en plaine de retenue d'eau. Eh bien là, on a des solutions et des solutions réalistes. Après, c'est la santé. La santé, dossier éminemment important. Eh bien dans notre département, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut redonner du lustre à tous nos EHPAD, les maisons de retraite. Et je sais de quoi je parle. Je suis président d'une maison de retraite qui est une référence au plan régional. Eh bien, appliquons la même politique. Et cette politique, c'est quoi? Faire qu'il y ait plus de soignants et moins d'administratifs. Mettre un quota, je vais dire même, jusqu'à ce mot, qui est un mot fort, pour favoriser les soignants. Et faire que la préoccupation, ce soit le résident, ce soit le patient. Il faut, au plan local, prendre des décisions nationales. La désertification médicale. On en parle beaucoup de cette désertification médicale. Est-ce que c'est le cas dans la circonscription? Oui, c'est le cas. C'est partout le cas. Ne vous faites pas d'illusions. La désertification médicale, aujourd'hui, elle touche la ruralité, mais aussi l'urbanité. Toulouse connaît des problématiques aujourd'hui de secteurs où on manque de médecins. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Mais c'est pas... On fait des maisons pluridisciplinaires de santé, très bien. On fait des jolies enveloppes. Mais ces enveloppes, on n'a personne à y mettre dedans. Et on se dit, en ayant une belle enveloppe, on va attirer des médecins. Je ne crois pas que ce soit la vraie solution. Ça coûte très cher, mais aujourd'hui, pour avoir des médecins, il faut ouvrir le numerus clausus. Il faut se battre contre cette technocratie parisienne qui, depuis 40 ans, a cette obsession de dire réduisons le nombre des médecins, arrêtons, multiplions par 3 ou 4. On va me dire on a déjà ouvert. C'est pas vrai, on a ouvert à peine. Multiplions par 3 ou 4 le numerus clausus. Et certes, il faudra attendre 10 ans, 15 ans. Mais là, on aura de nouveau un nombre de médecins important qui irriguera de nouveau notre beau pays. Quand je me suis installé jeune médecin, il y avait des médecins partout.
Parce que dans la génération précédente, dans les années 60, on avait formé beaucoup de médecins. Parce qu'à l'époque, l'idée, c'était de dire, il faut qu'on ait des médecins partout. Parce qu'on était au lendemain de la guerre et on était au lendemain d'une période où on avait connu le manque et on avait connu la difficulté. Et donc, on s'était dit, il faut des moyens. Eh bien oui, recommençons à nous donner des moyens. Arrêtons d'avoir peur de la facture. La facture, de toute façon, soigner, ça a un coût. Eh bien, il faudra l'assumer. Et nous trouverons, et depuis 40 ans, on trouve les moyens de combler cette facture. Il faudra changer la manière de prélever l'argent pour financer la sécurité sociale. Oui, évidemment, il faudra le changer, ça. Parce qu'on ne peut pas continuer à le ponctionner sur le travail. Et la TVA sociale était une idée qui, à l'époque, était une idée précieuse. Grande erreur du quinquennat de François Hollande, qui immédiatement et par dogmatisme a supprimé cette décision. Elle aurait libéré le travail de la charge du prélèvement social et elle aurait permis de faire payer même le produit chinois pour cette réalité de l'abondement des fonds sociaux. C'est une idée qui est précieuse, c'en est une. On pourra en trouver d'autres. Mais en tout cas, allons dans ce sens et soyons convaincus qu'aujourd'hui, la solution, c'est de multiplier le nombre des médecins, de multiplier le nombre des infirmières pour avoir des soignants dans nos territoires ruraux. Comment, Philippe Caléja, comptez-vous défendre vos idées à l'hémicycle? Avec ma conviction, avec mon énergie. Je l'ai déjà fait lorsque j'ai siégé à la région. J'ai été conseiller régional pendant un mandat et ensuite j'ai été battu à l'élection, à la dernière élection régionale, avec le choix qui s'est porté, du fait aussi de l'agrandissement de la région, le choix des électeurs qui s'est porté sur un candidat qui a été élu Front National. Vous l'entendez aujourd'hui? Personne ne l'entend. Il est totalement inaudible, et dans l'hémicycle et dans la vie. Eh bien, moi, dans l'hémicycle, je défendais la ruralité. J'étais le grand pourfendeur de l'existence de la ruralité aux côtés de l'urbanité. Eh bien, dans l'hémicycle, je le serai aussi. Et dans l'hémicycle, je ferai le tour des ministères. Vous savez, aujourd'hui, sur l'énergie, j'ai pris des responsabilités nationales. En tant que maire de Saverdun, je suis le président d'une régie locale d'électricité. À Saverdun, on peut aller payer sa facture d'électricité avec des pièces et au guichet. Vous connaissez beaucoup d'endroits ailleurs où on puisse le faire? Eh bien, moi, je tiens à cette proximité, je la défendrai, et la ruralité, c'est aussi cette proximité, c'est cette réalité-là. Donc, comme je suis capable aujourd'hui d'aller à Paris, j'y suis régulièrement pour défendre notre identité, pour défendre nos territoires, pour défendre notre existence, je le ferai en tant que député. Je devrais défendre non seulement la Basse-Ariège, non seulement le Couserans, non seulement le Pays d'Aulne, mais aussi toute la montagne. Prenons le dossier de l'agriculture. Avez-vous réalisé à quel point la nouvelle PAC a dévasté l'agriculture ariégeoise? Que ce soit en montagne, où les décisions ont été calamiteuses. On nous avait annoncé quelque chose de merveilleux, de mirifique. Allez en parler aux éleveurs, aux petits éleveurs en montagne. Elle est en train de les tuer. Allez en parler aux céréaliers dans la Basse-Ariège et vous verrez ce qu'ils vous diront de la baisse de leurs revenus. Eh bien, oui, il faudra qu'il y ait là aussi des élus qui se battent pour dire cette réalité. Vous avez un exemple, je reviens sur l'énergie. Un exemple aujourd'hui très concret. Nous avons des conseillers, des élus à l'Europe, des députés européens. Bon. Aujourd'hui, l'Europe prépare ce qu'on appelle le Winter Package, c'est-à-dire un texte, 2000 pages, pour de nouveau ouvrir le marché de l'énergie. Ça veut dire des choses très importantes. Et je vais vous donner deux éléments qui vont parler à nos téléspectateurs. La première chose, c'est que ce texte, il a été publié, il n'est même pas traduit en français. La deuxième chose, c'est qu'aucun de nos députés européens nationaux ne s'intéresse, ne fait partie des rapporteurs de ce texte. Aucun. On entend beaucoup des députés du Front National s'enorgueillir de leur action et de leur... Où ils sont? Ah oui, ils font campagne nationale, mais ils ne sont pas là où il y a des choses importantes à défendre. Ils sont absents, tous. Donc non, je serai présent, je serai là pour défendre
les dossiers de notre département, les porter, taper à la porte des ministères, aller harceler les ministres, aller les questionner et aller interpeller, même dans l'hémicycle, partout où il faudra aller pour porter nos dossiers. Ce que je fais déjà aujourd'hui en tant qu'élu local. Philippe Caléjan, on passe maintenant à la seconde partie de cette émission avec les questions des internautes. Les internautes ont pu poser des questions sur le site 09 TV. Je vais pouvoir justement vous soumettre à quelques questions. Bernard, 44 ans, de Saint-Girons. Quel est votre candidat pour l'élection présidentielle? Ça paraît assez évident, je vais dire. Peut-être moins maintenant. Oh si, quand même. Je suis président du parti Les Républicains en Ariège. Donc oui, mon parrainage, je le donne à François Fillon. Encore aujourd'hui? Encore aujourd'hui, oui. Mais comme j'ai bien dit, j'ai toute ma liberté de penser et ma liberté d'agir, ma liberté de défendre mes dossiers. Et donc, il y a deux étapes qui seront, l'élection présidentielle, élection où, effectivement, François Fillon est celui qui peut aujourd'hui redresser la France, qui peut donner à la France un nouvel élan, la remettre dans une dynamique. Faisons un peu le tour des candidats. Allez, regardons. Vous voulez que ce soit Marine Le Pen ? Vous voulez que ce soit Marine Le Pen qui a décidé de sortir la France de l'Europe, qui a décidé le retour au franc, qui a décidé le retour à l'archaïsme et à des choses où vraiment on ne peut pas adhérer à des choses comme ça. Et je ne peux pas imaginer un instant qu'on soit dans cette optique et dans cette dynamique. Elle polarise le populisme et la facilité des paroles. Après, quand on parle, il faut mettre les choses en application. C'est autre chose. Vous voulez que nous votions pour Monsieur Hamon? Monsieur Hamon, attendez, Monsieur Hamon, qui est quand même, qui a été ministre de François Hollande, qui aujourd'hui revendique... Démissionné du gouvernement, certes, mais il en a été le ministre. Et je vous rappelle que ces derniers jours, il revient à se revendiquer de Monsieur Hollande. Monsieur Hollande, dont le quinquennat a été quand même d'un calamiteux notoire. Vous voulez que nous votions pour que je soutienne Monsieur Macron? Monsieur Macron, dites-moi où est-ce qu'il est? Qu'est-ce qu'il est? Avec qui va-t-il gouverner? Avec quelle majorité va-t-il gouverner? Ah oui, il nous dit des belles choses, des belles paroles, et puis dans la même phrase, il vous dit une chose et son contraire. Non, soyons sérieux, Et effectivement, quelqu'un de sérieux, de posé, qui a reconnu avoir fait une erreur, mais rien d'illégal. Rien d'illégal, je vous rappelle. Prenons la liste de tous les députés qui ont embauché leur épouse, leurs enfants. On va avoir une liste importante. Et donc, il a reconnu ses erreurs. Il a reconnu ses problèmes. Donc aujourd'hui, en tant que président de la République, oui, c'est François Fillon que je soutiens. Autre question d'un internaute également. Marie-Charlotte, 38 ans, de Saint-Jean-de-Verge. Quelle loi du gouvernement précédent serait abrogée ou amendée si vous êtes élu député ? Si je suis élu député, la première idée, c'est d'abord de ne pas abroger forcément tout. Vous savez, cette manière de faire, d'être complètement sectaire, borné, et de dire tout ce qu'a fait mon prédécesseur, c'est nul et c'est mauvais, je ne crois pas que ce soit une bonne chose. C'est ce qu'a fait M. Hollande d'ailleurs, en abrogeant certaines lois qu'il aurait mieux fait de laisser. Rappelez-vous la taxe pour les poids lourds qui avait été mise en place et qui n'était pas si mauvaise que ça. Se dire que les poids lourds, on taxait plus les poids lourds qui traversent la France, puisque la France est au carrefour de l'Europe, est un élément central, et donc pour aller d'Allemagne en Espagne, on passe par la France. Il était important de les taxer. Je trouve que ça n'était pas illogique du tout. Et à un moment donné, il faut savoir, quand on est au gouvernement, avoir un certain courage et assumer un certain nombre de décisions. Donc non, je n'ai pas la première idée, ce n'est pas d'abroger, ce n'est pas de détruire, ce n'est pas d'arrêter tout. C'est d'amender, de modifier, et surtout, je vais vous dire, à un moment donné, j'ai une idée qui est celle de délégiférer, de faire moins de lois, moins de textes, d'arrêter dans ce pays. Il y en a beaucoup trop. Regardez les normes. Vous avez des normes sur tout, et des normes aberrantes. La France traduit en normes. Vous connaissez nombre de nos agriculteurs, mais tous nos téléspectateurs ne le connaissent pas forcément. La fameuse norme escabeau dans l'agriculture, extraordinaire. L'Europe dit
il faut que les saisonniers, quand ils travaillent dans l'agriculture, travaillent dans des conditions de hauteur sur les escabeaux qui soient raisonnables. Ne fixe pas de limite. En Allemagne, on le décline avec une hauteur à 3 mètres. En France, on dit à 80 cm. Vous allez ramasser les pommes à 80 cm, vous allez ramasser les fruits, et donc on ne peut plus employer de saisonniers. Enfin, c'est aberrant. Arrêtons de faire des normes et des lois chaque fois qu'il y a un émoi dans ce pays. Il faut, à un moment donné, laisser aussi le libre arbitre, la libre pensée et les choses se faire en fonction du raisonnable. Nos responsables sont des gens raisonnables. Vous avez un constat qui se fait régulièrement par nombre de décideurs ou nombre de personnes dans le territoire. On arrête, on n'est plus en capacité au niveau des structures intermédiaires d'assumer des responsabilités. Immédiatement, ça remonte ou au préfet ou au ministre, tout de suite. C'est la première chose. Il faut communiquer immédiatement. Il faut dire, il faut savoir. Il faut arrêter. Il faut dire, à un moment donné, il y a des responsables, on leur fait confiance. S'ils sont dans l'erreur, on les sanctionne. S'ils sont dans le bien, on les promeut. Mais il faut laisser plus de liberté à l'initiative et à l'individu. Donc oui, je crois qu'il faut arrêter de faire des lois et il faut délégiférer. Délégiférer dans la raison, c'est-à-dire pas forcément démonter tout, mais libérer. Un peu plus de recul. Un peu plus de recul, oui. Regardez. Ne pas être dans la Vous savez, rapidité. moi j'ai le souvenir qu'à une époque, il y avait 2 saisons parlementaires. Les parlementaires, ils étaient en session, de session parlementaire, au printemps, à l'automne. Le reste du temps, ils étaient dans leur circonscription. Ils étaient à l'écoute de leurs électeurs. Ils étaient à l'écoute de leurs citoyens. Aujourd'hui, c'est fini. Ils sont tout le temps. Tout le temps, parce qu'il faut produire des lois, tout le temps. Hein, et puis il y a la tyrannie de l'image qui fait que si jamais ils ne sont pas dans l'hémicycle, alors là, c'est une catastrophe. Non, il faut savoir raison garder et redevenir pondéré sur les choses. Notre société va trop vite et il faut, à un moment donné, prendre un peu de temps pour faire les choses. Je pensais que par rapport à l'abrogation, je pensais que vous seriez plutôt intéressé et pour abroger le mariage pour tous. Alors, le mariage pour tous. J'ai milité contre. Vous avez milité contre et vous étiez même lors des manifestations présents. Mais absolument. J'ai manifesté à Foix, à Pamiers, à Toulouse, à Paris. Et là, vous n'en parlez pas du coup? Non. La loi a été votée, une évolution des choses a été faite. J'ai célébré un mariage homosexuel à Saverdun qui s'est très bien passé et qui a été un moment très fort et très émouvant. Donc, Duralex sed lex, une fois que la loi a été entérinée, il n'y a pas de raison. Et le problème, pourquoi est-ce que j'ai été contre cette loi? Je n'étais pas contre le mariage homosexuel. J'étais contre la manière dont c'était amené. Et d'ailleurs aujourd'hui, nombre d'élus, même de gauche, disent clairement que M. Hollande a manœuvré ça de manière scandaleuse et vraiment ignoble. Oui, parce que créer un mariage pour qu'il soit un progrès du Pax, c'était un besoin, c'était une nécessité. Mais de là à toucher à la loi sur la famille, il y avait besoin d'un complément. Il n'y avait pas besoin de démonter ce qui existait pour faire autre chose. Et c'est là que je dis, et je reviens à ce que je disais, ne détruisons pas forcément, amendons, modifions, mais ne détruisons pas. Donc non, la loi en question sur le mariage pour tous, cette loi pour pouvoir permettre à des homosexuels de se marier, je ne suis pas contre. Mais regardez les chiffres. Savez-vous combien il y a de mariages en France par an? Près de 500 000. 450 dans ces eaux-là, hein, selon les années. Bon. Savez-vous combien il y avait de Pax en France? Il y a à peu près de Pax. Hein, on est loin de ça, près de 10 000. Et combien de mariages homosexuels? Très peu. Donc, quelque part, il ne faut pas non plus faire que pour faire face à la problématique d'une minorité, d'un petit groupe de gens, que je cautionne, hein, leurs besoins je le cautionne, on fasse qu'on perturbe complètement un fonctionnement ancestral qui marchait très bien. Voilà.
Autre question, Élodie, 24 ans de Mirepoix. Que ferez-vous, Philippe Caléja, de votre réserve parlementaire? Mon Dieu, je n'y ai pas encore réfléchi, ma chère. Ah bon? Dites-lui que je n'ai pas réfléchi, en tout cas je lui réponds cela. Je ne sais même pas combien est le montant de la réserve 130 parlementaire. 000, 150 000, 130, 150 000. Bon, à vérifier quand même. Voilà. Bon, après, je ne sais pas. Tout dépendra des besoins qui se feront jour en fonction des années et en fonction des événements. La réserve parlementaire, vous savez, sincèrement, aujourd'hui, non, je ne me suis pas penché sur ce problème. Je crois qu'il y a des problèmes beaucoup plus importants sur lesquels il faut se pencher. Et les choses importantes auxquelles j'ai réfléchi, c'est toutes les actions pour le développement économique de notre département, pour la santé dans notre département, pour l'agriculture dans notre département. C'est ça, les problèmes fondamentaux, qu'elle vienne me voir et je réfléchirai avec elle à ce que peut être la gestion d'une réserve parlementaire. Philippe Caléja, une question de Jérôme, 38 ans de Bellesta. Que pensez-vous du bilan des députés sortants? Je dirais qu'il est pauvre. Il est pauvre. Il est pauvre parce que j'aurais aimé qu'il y ait plus pour le territoire d'ambition. Ce n'est pas que les députés. Nous avons connu depuis 10 ans, en tout cas depuis les 5 dernières années, des périodes avec le parti dominant de notre département qui avait les pleins pouvoirs. Je vous rappelle, présidence de la République, présidence du Sénat, les députés, la région, le département, l'essentiel des communautés de communes. Et quel développement économique avons-nous connu? Quel impact ont-ils eu sur l'emploi dans notre département, sur l'installation d'entreprises, sur la vie et la réalité d'un confort de vie dans notre département? On a une qualité de vie, mais un des éléments fondamentaux de cette qualité de vie, c'est de pouvoir travailler, c'est de pouvoir travailler dans le pays, de pouvoir vivre au pays. Quand j'étais gamin, on disait « Volem viure al país ». Eh bien oui, moi je veux qu'on vive à notre pays, dans notre Ariège, et je veux qu'on y vive bien. Alors oui, j'ai le courage de dire que je trouve ce bilan pas suffisant. Pas suffisant. Il y a mieux à faire encore. Il y a d'autres dossiers et il y a une ambition. Je vous l'ai dit, désenclavons le département. Osons. Ce seraient vos premières actions, ça? Là, c'est l'action principale, essentielle, fondamentale. Le désenclavement. Le désenclavement de notre territoire. Il passe par le désenclavement routier, mais il passe aussi par le désenclavement, par le développement et l'aide au programme qui a été mis en place par le département pour le développement de la fibre optique. Il faut qu'on aille plus vite, qu'on aille plus loin. Vous savez, quant au plan régional, la présidente Carole Delga, aujourd'hui présidente de la région, a milité dans sa campagne pour le tout rail. Et c'est une erreur monumentale, grandiose, monumentale. Dire le tout rail. Comment voulez-vous que l'on mette, que l'on recrée la ligne SNCF, SNCF parce que ça parle à tout le monde, vers Lavelanet, vers Saint-Giron? Vous ne la verrez jamais. C'est un programme qui développe quoi? Un axe et qui sauvegarde un axe sur la vallée de l'Ariège. N'oublions pas le reste du département. C'est une erreur monumentale. Et donc cette erreur, elle a été portée, elle a été actée. Eh bien, passons à autre chose. Ayons une vision de notre département ambitieuse. Justement, il nous reste maintenant quelques minutes avant de conclure cette émission ensemble. Philippe Caléja sur la 09 TV. Vous parlez du désenclavement. J'aimerais savoir également quelles seraient vos autres premières actions vraiment en tant que futur député. Le désenclavement, on l'a compris. Ensuite? Le désenclavement, ensuite, c'est l'entreprise. Aller vers les entreprises, les aider, les inciter, s'appuyer sur l'existant. Vous avez des structures comme Ariège Initiative, Ariège Expansion. Eh bien, il faut les conserver déjà. Les conserver puisque, regardez, la loi NOTRe, fameuse loi NOTRe, la loi NOTRe pour nos concitoyens, c'est la loi qui a transformé complètement notre paysage territorial en disant il faut voir plus grand, plus gros, on fait des grandes régions. Ah oui, donc maintenant, au lieu d'aller à Toulouse, on va à Montpellier. C'est bien, c'est pratique. C'est ça la proximité vue par François Hollande. Ça fait voyager, oui, d'accord. Mais enfin, honnêtement, ça prend du temps, ça coûte de l'argent et la proximité, elle n'y est plus. Aujourd'hui, demandez à tous les acteurs de la santé s'ils ont une chance de croiser un jour la directrice de l'ARS qui est maintenant basée à Montpellier, pardon, pas à Mirepoix, ce serait trop bien, à Montpellier.
c'est aucune chance, c'est impossible. Donc, et on a créé les grandes communautés de communes. Ah oui, grandiose. La communauté de communes du canton de Saverdun a disparu par la volonté des élus, parce qu'on a dit qu'il fallait avoir 15 000 habitants, nous avions 12 000 habitants, donc nous avons dû disparaître, alors que nous assumions pleinement nos compétences, notre administration, financièrement nous étions sereins, tout allait bien, on était dans la proximité. Alors on s'est allié à Pamiers, certes, on a fait la Basse-Ariège, certes, bonne chose, mais on n'est plus tout à fait aussi près, et il va falloir adapter cette nouvelle communauté de communes à cette volonté de proximité, et je m'y attache en tout cas fermement aux côtés d'André Trigano, parce que je veux que nous gardions cette proximité. Donc je vais dire que cette loi NOTRe, elle a bousculé énormément de choses. Et donc aujourd'hui, elle fait disparaître la compétence économie du conseil départemental. Alors là aussi, on a fait les choses à moitié. À moitié, parce qu'on a à la fois des conseillers régionaux et des conseillers départementaux. Bon, alors là, il faut faire un mélange de tout ça. Aujourd'hui, la compétence économie a disparu du département, elle est partie à la région. Vous vous rendez compte qu'en vue de Toulouse, on va aller demander à parler pour une entreprise que l'on veut amener à Saverdun, à Mazères, à Pamiers ou à Lavelanet? On est inaudible totalement. Donc ça, ma première action, ça sera de mettre en place, d'épauler le conseil départemental pour faire qu'il y ait des structures fortes qui épaulent les territoires pour aller démarcher, accompagner, interpeller, être les VRP de ce département, vendre ce département, vendre nos qualités, tous les avantages que l'on peut avoir à vivre ici. Vous savez, expérience simple, une entreprise au mois d'août l'année dernière a ouvert sur la communauté de communes à l'époque du canton de Saverdun, sur Mazères, aux portes de l'autoroute, société Taram. Belle aventure. Ils sont venus pourquoi? Relations particulières, connaissances, oui, mais aussi parce qu'il y avait de l'énergie. J'ai parlé de l'énergie tout à l'heure, parce qu'il y avait du foncier à un prix très raisonnable, parce que la métropole n'a plus les mêmes tarifs de foncier ni les mêmes capacités. Des chances, donc, de l'Ariège qui sont là. Mais cette entreprise, eh bien, il a fallu l'aider à se développer, la convaincre, l'aider à venir. Eh bien, c'est la mission de VRP que doit remplir le député. Il doit être devant, passer devant, avec derrière lui tous les élus du territoire, et il doit les épauler. Pour conclure, Philippe Caléja, en quelques minutes, même si on vient un petit peu d'en parler à l'instant, pour quelles raisons les Ariégeoises et les Ariégeois doivent voter pour vous? Alors, doivent, c'est un bien grand mot, je ne demande que ça, devraient voter pour moi. Je leur propose de voter pour moi. Pourquoi? Parce que d'abord, ils me connaissent. Ils connaissent ma fidélité aux idées, aux opinions, ils connaissent ma constance dans l'effort, ma conviction, ils connaissent la réalité de mon attachement à ce territoire ariégeois qui m'a vu grandir et qui m'a vu m'épanouir tant professionnellement que politiquement. Ils peuvent voir toute l'action qui a été la mienne au plan politique dans l'action territoriale qui a été la mienne, constante et reconnue. Ils connaissent ma pondération, ils connaissent l'équilibre de respect des uns et des autres dans lequel je suis, et puis ils peuvent savoir, ils peuvent être sûrs de cette conviction qui est la mienne, celle d'être attaché au développement de notre territoire, au développement de l'emploi, à l'appui à l'agriculture, à la santé, au bien vivre dans notre département, à toutes les qualités de notre département. Mettons-les en exergue, portons-le à Paris, portons-le à Toulouse, portons-le à Montpellier et vendons notre territoire, ayons de l'ambition, osons. Merci beaucoup Philippe Caléja d'avoir accepté notre invitation pour cette nouvelle émission politique sur la 09 TV. Merci à vous. Merci beaucoup Suzanne. Bonne campagne. Et merci à 09 TV. Quant à nous, nous nous retrouvons demain soir, même heure, avec un nouvel invité dans le 50 minutes nouvelle émission politique de la 09 TV. Bonne soirée à tous. 50 minutes. L'émission grand format. Pour tout savoir. 50 minutes.